À vrai dire, est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. Rendez-vous pour les réponses tous les lundis à 12h30 sur RDI. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, nous recevons aujourd'hui les représentants du secteur de la pêche, Stanislas Steve de l'association Zen. Bonjour Stanislas. Rodrigue Daniel de l'association territoriale de la chasse et de la pêche. Vous ferez le complément plus tard. Bonjour. Bonjour. Et Rodrigue Daniel, vous êtes également membre de la TCG. Oui. Vous êtes ici aujourd'hui parce que les hasards du calendrier ont voulu effectivement que la pêche qui se trouve en émulsion fédère un certain nombre d'organisations. Et si on se penche sur la question, vous connaissez certainement le rapport Deloitte qui s'est penché sur la pêche et qui a collectionné un certain nombre de statistiques. Donc on observe que la pêche, c'est... je situe un peu le cadre général et ensuite on va rentrer dans le mouvement qui anime aujourd'hui le secteur de la pêche. Le cadre général, c'est un demi-point de PIB, grosso modo plus ou moins 20 millions d'euros. C'est 800 marins et capitaines, 2500 ou 600 personnes qui travaillent de la pêche, ce sont des emplois induits. C'est 350 km de côte sur le littoral, c'est 126 000 km² de zones exclusives de pêche. Alors tout ça, c'est votre terrain, notamment d'exploitation. Alors les problèmes aujourd'hui sont multiples, ils ne sont pas nouveaux. On peut commencer par savoir si vous considérez que la pêche aujourd'hui est en état sinistré ou qu'elle a encore une chance de survivre, considérer son poids dans l'économie. Alors, qui veut prendre la parole ? Moi, je vais parler... Alors, Firmin Madère. Oui, d'accord. Et en tant que plaisancier, parce qu'on est ici en tant que plaisancier, elle n'est pas en voie de disparition comme on entend, comme j'ai dit au directeur hier. Il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un business qui s'est mis en place et on fait payer les petits pêcheurs guyanais là-dedans, surtout les professionnels. Nous, en tant que plaisanciers, ceux qui sont appelés plaisanciers, dont nous, on qualifie et l'association territoriale de chasse et de pêche, de tradition, de culture et puis la nutrition. Le Guyanais se nourrit. Oui, quand vous dites plaisancier, oui. Vous vous dites, est-ce que ça désigne les gens qui partent le dimanche pêcher aux battures, aux îles du Salut, ou est-ce que ce sont les gens, enfin donc des personnes qui vivent en Guyane, qui prennent leur bateau de temps en temps et qui vont la pêche quand le besoin s'en fait sentir ? Ben voilà. Alors, nous, c'est justement quand j'ai parlé de l'histoire du plaisancier, c'est celui qui va le dimanche et des trucs, ou le samedi quand il y a un petit temps. Mais normalement, en réalité, cette pêche-là même qu'ils veulent contester, qu'ils veulent régulariser, à mettre des trois à coupe à rouge au menu, ça consiste et ça concerne toute la Guyane en entier. Parce que le plaisancier, c'est ceux-là même qui vont chercher à manger pendant qu'ils vont se balader. Ce que moi j'en fais assez souvent. On va se balader, mais n'empêche, on fait un petit coup de pêche pour rentrer avec du poisson à la maison, pour faire le blaf avec les amis ou la famille. Donc, le problème, elle est là. Elle est plus complexe de ce qu'on entend des directions de la mer. Enfin, bon, on peut être un petit peu surpris que ce soit le problème, parce que si on regarde les chiffres, grosso modo, on sort 5000 tonnes de poissons tous les ans, et la pêche illégale représente le même volume, voire davantage. 7000 tonnes probablement. Davantage. Donc, les chiffres que vous nous indiquez sont assez... Enfin, la pêche de plaisance, c'est assez marginal. Alors pourquoi ce problème ? Voilà. Parce que les pêcheurs illégaux, ils sont à 6000 tonnes. Et les pêcheurs dits professionnels en Guyane, je dis bien dits professionnels parce que j'en ai parlé hier, et on parlera encore le 29 avec le président de la mer, et sur ces sujets-là, pas parler seulement, prendre des décisions. Et ils sortent que 3000 tonnes. D'accord ? Officiellement. Donc, il y a un gros souci là-dedans, puisque étant donné que nous-mêmes, personnellement, les plaisanciers, ils ne peuvent pas chiffrer, ils ne peuvent pas savoir. Puisqu'on n'est pas dans un quota de pêche et de ceci ou de cela, parce que les poissons sont multiples et variés. Nous, on va à la pêche, on prend ce que nous attrapons. Enfin, il y a, je crois, 900 espèces de poissons répertoriés. Il y en a 40 qui sont exploités, si j'ai bien compris. Ouais. Enfin, eux, ils disent 40. Oui, 40, vous dites combien 3, 4 vous dites combien ? Donc, oui.
Non, en fait, juste pour dire que... Oui, alors Stanislas, de l'association. Oui, voilà, de l'association ZIM, et de toutes les façons, c'est la même famille de pêcheurs, de chasseurs, parce que nous sommes tous impliqués justement par cette problématique, où on se rend bien compte, comme M. Madère l'expliquait, de toutes les façons, nous sommes des plaisanciers, mais nous avons aussi un mode de vie. Et nous savons aussi que ça n'est pas nous, en tout cas les plaisanciers, qui faisons que la ressource diminue. On sait aussi que la problématique se trouve aujourd'hui bien ailleurs, bien au-delà, et que c'est pas à nous, les plaisanciers, petits plaisanciers, de subir un arrêté préfectoral, parce qu'il est bien là le problème. Un arrêté préfectoral devrait sortir dans un délai très court de 1 mois, en gros. Donc, le mois prochain, si rien ne se passe, le plaisancier que je suis, au même titre que le plaisancier qui se trouve à Mana, l'Amérindien qui prend son canot, qui part d'Awala Yalimapo, de sa côte, qui va mettre son filet au large, eh bien, cet Amérindien qui aura pêché pour nourrir sa famille, quand il aura pêché 10 akupas rouges, admettons, dans son filet, il faudra qu'il en lâche 7 à la mer et qu'il en garde 3 dans son bateau. Voilà. Et nous disons, tous plaisanciers que nous sommes, avant tout qu'il y a un mode de vie à respecter en Guyane et que malheureusement, on ne nous écoute pas, comme d'habitude, et qu'il y a un manque de respect de certaines autorités. Donc, ce que vous semblez dire, c'est qu'en fait, on se défausse des problèmes de la pêche qui sont considérables, même dramatiques. On se défausse des problèmes de la pêche sur le dos des plaisanciers. C'est ce que vous expliquez. C'est clairement cela, oui. Oui, alors, quels sont vos rapports donc avec les professionnels? Parce qu'il serait peut-être utile de les voir inclus dans le dispositif. Vous représentez aujourd'hui les plaisanciers. Alors, avez-vous des relations avec eux et où cela en est-il? Alors, je peux. Il faut savoir que le plaisancier que je suis, Steve Stanislas de l'association ZIM, j'ai aussi des membres de ma famille, comme tout le monde, puisque la Guyane, c'est une grande famille, qui sont aussi des pêcheurs professionnels. Donc, la problématique des plaisanciers, de toutes les façons, c'est la problématique des pêcheurs professionnels. On se rend bien compte aujourd'hui, vous entendez, on entend tous, ça fait un moment que les pêcheurs professionnels ont de plus en plus de difficultés, parce que derrière, celui qui régit les règles leur impose qu'il soit certifié, leur impose qu'il soit habilité, leur impose de passer toutes sortes de VAE, des diplômes et tout. Et on voit que plus ça va, de toutes les façons, plus la filière locale professionnelle se meurt. Donc, on dit que nous, les plaisanciers, on est exactement dans la même problématique de toutes les façons que les professionnels, parce que si nous, les plaisanciers, nous sommes touchés, il est tout à fait clair que les professionnels le seront aussi. Alors, est-ce que vous comprenez, je veux m'adresser à vous, par exemple, est-ce que vous comprenez l'attitude des autorités maritimes? Alors, autorités maritimes, grosso modo, c'est l'État. Quel sens donnez-vous à cette disposition qui, en fait, semble cacher un problème beaucoup plus sérieux? Alors, le sens qu'on donne, parce que moi, j'ai été clair aussi avec les représentants des services de l'État, justement, c'est une mafia qui est en train de se mettre en place. Et ça fait un moment que ça dure. Vous précisez? Donc, alors, je développe un peu plus parce qu'on voit que sur Macapa, il y a eu une usine japonaise qui s'est installée, d'accord? Et pour la transformation. Et d'autant plus, il y a eu en fabrication, c'est en train de se faire, justement, la partie surgelée à Oiapoque. Donc, des personnes au sein de les affaires maritimes sont complices. Ils sont complices. Donc, c'est pour ça que nous, lorsqu'on vient, on dit des choses et ça dérange. Ça dérange. C'est pour ça, moi, je ne suis pas là pour mâcher mes mots. Je dis les choses clairement. C'est une mafia qui c'est en train de se mettre en place. Et on voit que même au niveau des pêcheurs professionnels, ils sont, dès qu'ils ouvrent trop la bouche, eh bien on les donne des amendes, on les contrôle et on voit qu'ils n'en peuvent plus. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès pour justement éliminer les petits pêcheurs, justement,
Et puis, la mafia, eh ben, elle va s'installer. Au bout d'un moment, elle va s'installer. Oui, alors ce ne sont pas que les petits pêcheurs, c'est en fait, ce que vous indiquez est très grave. Autrement dit, vous nous dites que d'une certaine façon, les autorités, là je parle bien sûr de l'État, s'organisent de façon plus ou moins claire pour mettre en place un dispositif économique qui aurait pour objet d'étouffer, d'anesthésier, voire de faire disparaître la pêche locale au profit d'installations industrielles au Brésil, par exemple, ou pourquoi pas au Guyana. Parce que si on prend les chiffres, on prend le ratio des navires de pêche guyanais, 150 et quelques sur zone, et au Brésil, il y en a 8000, et au Guyana, 1200, 1300, enfin, grosso modo. Effectivement, on peut être surpris. Alors, mais ce que vous dites est tellement grave qu'on peut s'interroger sur les ressorts de tout ceci. Quels sont les motifs profonds? Est-ce que c'est dû au fait que les investissements sont insuffisants ou qu'on veut vraiment faire disparaître la filière? Parce qu'on a une réunion avec ce fameux directeur, justement. Et lors de cette réunion, le directeur, il nous a sorti carrément. Il nous a dit, c'est simple, les gars. Si vous occupez pas l'espace, c'est tout à fait normal qu'il faut se rendre à l'évidence que les autres doivent prendre l'espace. Donc, parce que le Guyanais ne prend pas l'espace, eh ben voilà. Enfin, le Guyanais ne prend pas l'espace parce qu'il y a une politique qui est celle de l'application de la réglementation. On peut en penser ce qu'on en veut. L'application veut que les rôles, autrement dit les personnes embarquées, répondent à un certain nombre de critères. On voit aujourd'hui, c'est tout à fait public. La plupart des marins sont, on l'a dit tout à l'heure, d'origine étrangère ou ne sont pas en situation régulière. Ça pose un certain nombre de difficultés. On a mis en place la fameuse validation des acquis de l'expérience. Mais on voit bien que ça paralyse une partie de la pêche. C'est-à-dire que plus de la moitié des bateaux restent au port. Quelle est votre position vis-à-vis de ça? Est-ce que vous demandez une dérogation ou demandez-vous un régime spécial? Monsieur Mater. Oui. Alors, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la pêche professionnelle. Et pourquoi il y a autant de problèmes. Le problème se pose, aujourd'hui, j'ai écouté hier M. Karam, Georges Karam, qui est président de cette filière de pêche, et un peu très léger, je le dis, parce que moi, quand je regarde la documentation européenne, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, on est sur une échelle européenne dans un bassin amazonien, ce qui est assez grave déjà. Et cette politique qui est mise en place en ce moment, elle favorise les pêcheurs illégaux au détriment des pêcheurs locaux. C'est clair et net, hein? C'est écrit ça. Ils ne comprennent pas. Excusez-moi, mais quelle politique dont vous parlez? C'est-à-dire, sur les subventions de l'Europe sont versées aux pays qui viennent justement piller nos ressources, et ce n'est pas versé à la Guyane. Il me semblait que le problème, c'était plutôt que vous avez sur les accords de Guyane, sur le plan d'urgence, un certain nombre de crédits ont été votés. Le gros problème, c'est que, grosso modo, on a un organisme qui peut financer à 80% les navires de pêche, 20% restant à charge soit du CRPM ou des armateurs. Or, eux, n'ont pas manifestement la trésorerie pour le faire. Est-ce que c'est une des données du problème? Alors, c'est une grosse donnée du problème, parce que... en réalité, ces pêcheurs-là, ils n'ont pas les acquis qu'ils doivent avoir. Et je vous redis, c'est une politique voulue, parce que la Guyane, ils estiment que c'est un grand pays pour nous, un petit pays à côté des autres. On fait partie du Mercosur, parce que ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que quand on nous parle de l'Europe, la France et tout ça, c'est déjà bien loin ça. Le vrai problème, c'est que le monde est divisé en 4. Et nous, dans les 4 parties des continents, on se trouve dans le Mercosur, la Guyane. On peut aller chercher ailleurs où on veut, on ne va pas le trouver. On va le trouver dans le Mercosur, avec tous les prix, dans tous les domaines, et qui ne sont pas appliqués dans ce département par l'État français. Donc, l'Europe, dont la France y est, il a fait rentrer la Guyane dedans, mais pas avec tous les acquis. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, les subventions qui doivent être données aux pêcheurs guyanais, aux petits pêcheurs guyanais qui disent qu'ils sont des professionnels, puisqu'ils ont droit qu'à 2,5 km de filet, pendant que nous, on a parcouru dans une opération coup de poing sur Irakubo, 10 km de filet pour une embarcation, un filet.
Ils ont 12 filets dans le bateau. Nous avons enregistré et filmé sur l'eau 12 bateaux entre Surinamais et Georgetownien. Du côté de Saint-Georges, quand ils sont partis, c'était une trentaine, avec des bateaux japonais tous mélangés. Donc, vous voyez un petit peu l'affaire. Mais l'Europe et la France, qui fait partie, ils ferment les yeux sur ça, parce que c'est une affaire de sous, c'est un business, comme il l'explique. Oui, mais on ne comprend pas trop le business. Non, la France contribue au budget européen. On a une redistribution à travers différents dispositifs comme l'ancien Docup. On a également les contrats de plan, et un certain nombre de dispositifs. Donc, on a du mal à saisir les motifs profonds. Qu'est-ce qui avantagerait la France ? Alors, moi, je vais faire un peu, je pense, plus simple. Et tout un chacun va interpréter comme il le veut. Mais on se rend bien compte que ce soit, et on était tous d'accord hier, puisqu'il y avait une réunion du CRPM qui devait statuer justement sur cet arrêté préfectoral, qui devait en tout cas prendre une position. Ça n'a pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas le quorum. Mais tous, que ce soit plaisanciers ou professionnels, on était d'accord pour dire qu'à l'approche d'un tir de fusée Ariane, quand vous avez un tir de la fusée qui part, qui s'élève dans le ciel, 3-4 jours après ce tir, c'est là que vous réalisez les plus belles pêches, que vous soyez plaisancier ou professionnel. Donc tout un chacun va interpréter comme il veut. Tout ça pour dire que ceux qui ont pouvoir de veiller à nos eaux, s'ils veulent le faire, ils le font. Et ils le font à l'approche de tir. Voilà. Vous nous demandez... Donc quand on parle de business ou de mafia, on peut appeler ça comme on veut, effectivement, derrière, quand vous voyez ce qui se passe autour de nous, géographiquement parlant, donc derrière, plus ça va, plus les professionnels sont imputés de problématiques où on leur impose beaucoup de choses. Et à côté de ça, eh bien, il y en a de moins en moins. À côté de ça, il y a aussi une autre problématique, puisqu'on sait qu'il y a des gros armateurs qui doivent arriver en Guyane, des étrangers, pour pêcher. Et nous, on se pose la question, est-ce que toute cette pêche-là n'ira pas dans les usines qui se montent autour de chez nous ? Voilà. Donc, voilà pourquoi on parle un peu. Et pourquoi, donc je reviens juste sur nous, sur les plaisanciers, pourquoi les plaisanciers doivent payer l'ardoise ? Avant d'être des plaisanciers, nous sommes des citoyens, nous avons un mode de vie, et nous disons, non, stop, fini, on ne nous encadre plus. On nous met plus dans des encadrements, c'est fini. Alors que pensez-vous des 41 millions d'investissements qui sont destinés aux grands ports maritimes ? Que pensez-vous des quelques enveloppes financières qui sont prévues pour le développement de la pêche ou la conservation de la pêche ? Est-ce que vous pensez que c'est de la poudre aux yeux et que finalement ça dissimule autre chose ? Mais vous me disiez tout à l'heure, je ne sais pas quelles sont les interprétations que l'on fera. Moi, j'aimerais connaître la vôtre. La mienne, elle est simple. La mienne, elle est simple. Elle est que, qu'on le veuille ou non, il y a une réalité ici, que ce soit sur le sol, au sous-sol ou dans la mer. Pour moi, il y a un échec total des services qui sont là pour réguler tout ça. Je parle des services régaliens. Bien, vous évoquez les services de l'État. Il y a, on va dire aujourd'hui, deux puissances en Guyane installées. C'est l'État et la deuxième en face, ce sont les collectivités locales. Alors, je vois, la puissance installée qui est chef de file du développement de l'animation économique du territoire, c'est la CTG. Quel rôle lui prêtez-vous dans cette affaire ? A-t-elle un rôle ? Et quels sont ses pouvoirs ? Alors moi, en tant que plaisancier, pêcheur, citoyen, je ne vais pas rentrer dans ça. La CTG, je suis guyanais, ça n'est pas ma cible. Ma cible, c'est ceux qui cherchent à m'encadrer et à me dire comment vivre. Il est là mon problème. C'est ceux qui viennent, qui ne connaissent pas votre culture, qui sont de passage, qui ont des feuilles de route, qui ont des missions et qui connaissent rien à la Guyane. Il est là mon problème, c'est pas la CTG. L'année dernière, je crois que c'est en 2016, on a contrôlé 120 ou 130 navires de pêche sur les eaux locales. Combien ont été verbalisés et combien étaient étrangers ? Alors, je vais vous dire, quand nous sommes partis sur la mer, c'était pour ça. Parce que il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle. Les gars faisaient ce qu'ils voulaient, les pêcheurs étrangers. Ils nous l'ont dit eux-mêmes, d'ailleurs. Il y a un bateau qui nous ont laissé monter à bord. Ils nous ont dit, il n'y avait pas de contrôle, il n'y a rien. Et ils savent qu'ils sont là illégaux, ils l'ont dit. Ils savent. Mais il n'y a rien en face. Bon, ben on continue, quoi.
Donc, le problème, et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, et au sujet de la CTG, la CTG, c'est une institution qui se met en place, comme vous le savez comme moi. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à faire, et qu'on doit faire d'ailleurs, tous les Guyanais, dans tous les domaines économiques, c'est de donner à cette institution le pouvoir qu'il n'a pas. Il n'a pas. Et le président de la CTG, on lui dit souvent, nous, les chasseurs, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il arrive à comprendre qu'est-ce qu'on fait. Là, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des hommes politiques, c'est-à-dire on vit du quotidien. Parce qu'il faut faire entrer il faut bouleverser tout ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur le département, les lois du département. Pour que les lois du département puissent sortir, en réalité, dans le schéma français, il faut changer la République, c'est-à-dire sortir de la 5e à la 6e. Mais tout en étant, aujourd'hui, on doit se préparer à ça. C'est-à-dire, si on reste les bras croisés, on ne s'impose pas chez nous, eh bien, demain, on ne pourra pas s'imposer quand le changement se fera. Parce qu'il est dit dans les lois que c'est à ce moment-là que la Guyane, comme d'autres, mais nous surtout la Guyane qui est bien visée par l'État, et doivent dire ce qu'ils voudront. Est-ce que la France, il reste sur telle chose, s'ils ne veulent pas, ou machin autre. Mais il faut préparer tout ça. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ça. C'est de préparer, de faire comprendre aux gens qu'il faut absolument ne pas accepter du n'importe quoi, de ce qui nous emmène, qui nous propose. Parce qu'au niveau des pêcheurs professionnels, tout à l'heure, on n'avait pas fini. Nous, on ne peut pas être contre eux, comme il disait tout à l'heure, là, le collègue à côté. Le problème est simple, parce que c'est de la famille, voilà. D'accord ? Donc, on ne peut pas aller contre eux. Mais il faut savoir que les pêcheurs professionnels, ici, ils souffrent. Ils souffrent énormément. Écoutez, moi, il me semble que depuis la fin des années 80, on avait un président de région qui s'appelait Georges Otili, qui a voulu la francisation de la pêche, souvenez-vous. À l'époque, c'était, je crois, la PIDEG. La PIDEG, oui. Et depuis ce temps-là, les pêcheurs sont sur la brèche, sont sur les dents. Et donc, moi, j'ai quand même l'impression que la réaction est un peu tardive, parce qu'on constate depuis très longtemps, effectivement, qu'il y a une défaillance à la fois des armements locaux. Vous avez connu différents opérateurs de la pêche qui sont intervenus, qui ont disparu du marché, qui se sont réorientés sur d'autres secteurs d'activité. Donc, pourquoi intervenir maintenant, on le comprend bien, mais pourquoi est-ce que ça a été aussi tardif ? Et comment allez-vous structurer votre intervention ? Alors, c'est voulu tout ça. C'est voulu. Parce qu'on a bien entendu, à un certain moment, il y aurait eu des armateurs de la Martinique qui allaient venir, des armateurs de Saint-Malo. Donc, il y en a eu. Il y en a eu. Voilà. Unifipêche et Saint-Malo. C'est voulu. Je trouve que c'est voulu. C'est pour ça, moi, je parle de la mafia, c'est pas pour rien. Pourquoi ? Parce que on a été un dimanche du côté de Wanari, donc c'est pratiquement le fleuve frontalier de la Guyane, entre le Brésil et la Guyane. Donc on a recensé 19 navires. 19 navires, plus un navire japonais, mais usine. D'accord ? La chose, elle est simple. Si on retrouve ces navires japonais du côté du Suriname, et les Surinamiens les a demandé, les a ordonnés de quitter leurs eaux. D'accord ? Alors, la chose, elle est simple. Moi, c'est pour ça que je parle de la mafia. Est-ce que ce n'est pas une complicité volontaire ? Et à qui en profite le crime ? C'est là la question. Si on voit le scénario qui se dessine, grosso modo, il pourrait y avoir deux motivations. La première, on laisse le vide se faire ici, localement, les pêcheurs qui ne trouvent pas, on faudra y venir quand même. La profession qui semble avoir du mal à se structurer pour des raisons qui sont liées à la trésorerie, donc au coût des matériels. Alors, ce serait une option, on fait le vide et on fait venir des armateurs de métropole, par exemple, comme il y en a eu ici, de Saint-Malo. Et la deuxième option, ce serait, on fait le vide et on fait travailler l'économie du Brésil, par exemple. C'est ce que vous évoquiez. Comment vous voyez-vous ça ? Parce que c'est les deux scénarios que vous nous proposez. Non, mais je vais encore donner un autre exemple. Récemment, l'actualité en Guyane, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des reportages sur un de vos confrères, Guyane Première, pour ne pas citer, où il y avait la pollution sur la crique Pagode, sur le haut
sur cacao, où apparemment des illégaux pollueraient en toute impunité. Donc on a vu toutes sortes de choses. Derrière, un autre journaliste a un peu fouillé son nez dedans. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les illégaux qui polluaient. Donc il est facile des fois d'imputer la faute aux autres, mais finalement, à qui profite le crime? Eh bien, on voit que les légaux font un peu ce qu'ils veulent. Et des grosses multinationales, des grosses sociétés françaises basées sur le territoire. Bien, vous observez que la profession... Oui. Et il y va de même finalement pour la pêche. Donc pour la pêche, on laisse agir en toute impunité les clandestins qui pêchent avec des filets bien souvent avec des mailles qui ne sont pas réglementaires. D'ailleurs, à ce sujet aussi, je suis en droit, moi, en tant que citoyen, de m'interpeller sur le prochain rapport que va nous pondre l'Ifremer. Donc l'Ifremer, c'est eux qui sont en quête de recherche des fonds marins et tout ça sur l'évolution de telle ou telle espèce. Je suis curieux, moi je veux voir le rapport écrit de ceux qui vont nous pendre, dans la mesure où nos eaux, comme on le dit, sont pillées en amont et en aval. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, il est une notoriété publique que les fonds sur les côtes brésiliennes sont complètement éradiqués. Idem pour les pays du nord de la Guyane. Alors, la question, si l'on considère que la profession n'a pas les moyens de s'armer sur tous les plans, je veux dire, autrement dit, de mettre en place une flotte qui soit assez considérable pour occuper l'espace qui est exploité aujourd'hui par les armements étrangers, comment concilier les intérêts de ces professionnels et la cause que vous défendez? J'irai un petit peu plus loin dans l'histoire de la mer qu'est l'Atlantique, dont nous partageons avec le Brésil, le Suriname, Georgetown, le Venezuela et tout ça. Il y a un gros problème parce que la France, elle est en Guyane, on sait tous, par vocation. Hein? Et il y a un truc qui se passe, c'est que la mer, elle n'est pas française. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, bon, les politiques. Il y a des territoires, il y a des zones délimitées. Hein. Voilà, oui, c'est délimité. Oui. Mais elle reste quand même une mer sud-américaine. Je m'explique. Oui. Moi, quand j'ai passé mes permis, j'ai tous les permis de bateau. J'ai eu hauturier, côtier, la gendarmerie maritime française, dans nos eaux guyanaises, parce qu'il faut le dire, c'est des eaux guyanaises, ils ont droit qu'à 6 000 de la côte sans un abri. Comme moi. Moi, le plaisancier, ce qu'ils appellent le plaisancier. Bon, avec mon permis et hauturier, je peux aller faire le monde. Le problème qui se passe, c'est que moi, je pense que c'est délibéré parce qu'ils n'occupent pas la mer réellement. Ils n'ont pas tous les droits nationaux dans ce territoire, sur l'eau. Je parle bien de l'eau, hein. Parce que le balisage guyanaise même est fait américaine. Elle n'est pas française. Quand moi, j'ai passé mes permis, je l'ai fait voir à l'inspecteur de la marine qui m'a passé les permis. J'ai dit, mais il y a un gros problème ici. Parce qu'on se trouve dans des balisages américains, je passe un permis français. Il y a un souci. Ils sont l'eau. Il m'a dit, ah oui, ça c'est vrai, mais on ne peut pas changer les continents. J'ai dit, ok, mais on dit qu'elle est française quand même. Pourquoi là, elle n'est pas française? Quand vous parlez des balisages, est-ce que vous parlez de la couleur des bouées? Parce qu'on sait qu'il y a une inversion entre les Antilles. Voilà. Elle est américaine. Ça n'a pas influence sur la distance. Pas la distance. Non, alors la distance en elle-même, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure en dehors, on n'a pas eu le temps d'en finir, c'est que, est-ce que les pêcheurs guyanais, on les a dressé une carte de notre mer, à nous, qu'on partage, je dis encore, avec le Brésil, le Suriname et autres, qui le partagent aussi. Est-ce que la carte réelle est distribuée à ces pêcheurs-là, qu'ils appellent professionnels, de manière à savoir là où ça commence et là ça se termine? Hier on a parlé du Brésil à l'Orénoque et petit patata, mais ça c'est du parler, du blabla, comme vous avez dit tout à l'heure, pour les 45 millions, je sais pas combien là, pour les flottes de pêche et tout ça, c'est de la poudre aux yeux. D'accord? La réalité dans ça, je donne un exemple simple. Enfin, je pense que les pêcheurs, excusez-moi, mais les pêcheurs ont des cartes marines. On sait tous lire une carte marine. Oui. On connaît, j'indiquais tout à l'heure, la surface des zones de pêche, 250 000 km². C'est incontestable. Oui, mais tout le monde. Oui, mais ça revient pareil, comme terrestre. La Guyane, c'était 95 000 km². On se trouve aujourd'hui à 81 000 km². Est-ce que les politiques de la Guyane ont expliqué aux Guyanais pourquoi c'est réduit?
Pourquoi c'est réduit? Vous avez dit que les politiques guyanais n'étaient pas concernés. Non, mais c'est la réalité des choses. La mer, c'est pareil. On peut avoir une carte où, effectivement, ça va. Mais la distance à exploiter, parce qu'il y a quelque chose qui se passe au Brésil même, entre le Brésil et le Pará. Ils sont là, donc c'est pareil. Comme on va arriver à la fin de l'émission, il va quand même falloir que l'on sache quels sont vos objectifs, les modalités d'action et les moyens que vous souhaitez utiliser. Dans la mesure, effectivement, où vous souhaitez en parler. Alors, on a déjà commencé. Alors vous, c'est Rodrigue Daniel. Oui, voilà. On a déjà commencé. Ça fait déjà 2-3 ans déjà. On a commencé à essayer de responsabiliser nos élus et les politiciens, justement, les alerter. Et d'autant plus impliquer davantage aussi nos ambassades, parce que, bon, on a quand même des ambassades. Il ne faut pas qu'ils se tournent les pouces. Il faut qu'on arrive... Les ambassades, c'est Quai d'Orsay. En plus, c'est vraiment un non, mais n'empêche président de la République. N'empêche qu'on a commencé, parce que depuis la semaine dernière, on a voulu justement aller à l'encontre de l'ambassade brésilienne. Et il s'avère qu'ils ont mis les moyens. Ils ont mis le paquet, là, en ce moment. Donc, ils ont fait venir 3000 soldats plus 2000 policiers fédéraux sur nos frontières. Et qu'on voit sur le terrain qu'ils occupent. Ils occupent le terrain. Ils ont déployé une grande force. Et surtout pour aussi la pêche illégale et l'orpaillage clandestin. Donc, eux ne peuvent contrôler que les zones brésiliennes. Oui, mais n'empêche que on a vu des contrôles sur Wanari, qui est déjà sur le territoire guyanais. Oui. Donc, ils sont venus contrôler des habitants de Wanari. Je vais vous dire quelque chose, ça interrompt Dan, dans l'affaire pour ne pas perdre le fil. Quand vous dites ils ont le droit de contrôler que les eaux brésiliennes, non. Non. Je ne sais pas, non, mais je vous explique. J'explique à la population qui nous regarde. La police brésilienne, elle vient dans nos eaux. Parce que c'est toujours, j'expliquais tout à l'heure cette histoire, on est en Méditerranée, en Atlantique, je veux dire, on n'est pas en Méditerranée. Ils ont autant de droits, naturellement, entre eux, les ambassades, le Quai d'Orsay, ce qu'on avait fait l'année dernière, ils ont saisi le Quai d'Orsay tout de suite, ça a bougé rapidement. Donc, c'est que là où les Français, justement, ne peuvent pas installer un bâtiment de guerre ici, pour contrôler nos eaux aussi, parce qu'on a les gendarmes... La France a des bâtiments de guerre qui contrôlent les eaux en Guyane. Vous avez des vedettes. Si, la France... Oui, mais c'est des vedettes. Mais attends, oui, c'est des vedettes. C'est des vedettes, mais ça ne rentre pas dans le cadre militaire, c'est-à-dire, comme ils font, eux. L'année dernière, il y avait un protocole qui était signé entre le Brésil et la Guyane après l'incident avec M. Achille, ses pêcheurs. Et le bâtiment de guerre, un des bâtiments de guerre brésiliens, venait ici 2 fois par mois. Régler ça. C'est une coopération, ça. C'est une coopération, oui. Mais n'empêche que la différence que la France s'y met sa flotte ici, c'est tout de suite un incident diplomatique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les choses vont longtemps plus loin dans cette affaire. Il faut que le Guyanais, dans l'ensemble lui-même, il sait son pays, c'est quoi? Et comment elle est gérée par l'État français, qui ne dit pas la vérité. Parce que ce qu'ils font, ils sont en train de piller ce pays. Donc, ils ne veulent pas dire aux Guyanais la vérité de manière que le Guyanais ne puisse pas se soulever. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Alors, je demandais tout à l'heure, puisque nous arrivons au terme, devant cette situation, quelle décision avez-vous prise et comment pensez-vous procéder? Alors, moi, je parlerai après Dan, je te laisse la parole en finale. Et nous, personnellement, à l'association ACTG, à l'Association territoriale de chasse et de pêche, la décision, c'est de ne pas laisser faire. La décision, on est en train de travailler autant que sur la chasse et que sur la pêche. Aujourd'hui, on est bien content de rejoindre tous les collègues qu'on ne savait pas, parce que il faut une allumette pour mettre le feu. Et qui a fait qu'on se regroupe là en ce moment de manière que tout le monde soit le même combat. Mais on dit aujourd'hui, pas question d'accepter les lois qui sortent de la métropole pour venir s'installer ici au détriment de nos ressources et de notre... On sait qu'est-ce qui se passe ici. On sait qu'est-ce qui se passe.
Et le Guyanais a autant droit de demander de l'aide au Brésil, autant droit de demander, tout en étant sous la tutelle française, Oui, j'ai l'impression. et demander au Suriname. D'accord? Donc, ce qui ne se fait pas d'ailleurs. Nous, on a cherché, on a commencé, comme disait Dan tout à l'heure, à aller voir un petit peu le Brésil pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau environnement. Et on a eu des choses, Il y aura des choses dans les jours à venir, peut-être que vous allez nous rappeler quand on vous en parle. Il y a des choses dont on ne peut pas parler aujourd'hui. Oui, vraiment. Ouais. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, quelles opérations est-ce que vous pouvez imaginer? Vous allez armer un bâtiment? Vous allez aller sur zone, vous occuper la préfecture? Vous le saurez, modalité. vous le saurez en temps voulu, mais nous, en tant qu'association de pêche plaisancière, donc c'est vrai que, faut pas croire, hein, nous sommes, je pense que nous sommes, plus ça va, plus nous sommes organisés, et plus ça va, plus nous serons rejoints. Alors moi, je dirais qu'à hauteur du non-respect que ceux qui cherchent à nous imposer un cadre de vie le font, eh bien, à hauteur de ce non-respect, nous, on va réagir à hauteur. Alors, des actions seront menées, il est clair, de toutes les façons, que des actions seront menées dans les jours à venir, mais vous le saurez en temps voulu, et comme je vous répète, à hauteur de la non-considération que ceux qui cherchent à nous imposer un cadre de vie le font actuellement, eh bien, nous allons riposter parce que nous disons que nous sommes avant tout des Guyanais, nous avons un mode de vie. Il faut respecter tous les Guyanais dans leur ensemble, qu'ils soient sur le littoral, qu'ils soient à l'intérieur des terres. Il faut qu'on nous respecte. C'est terminé. Merci Steve Stanislas, merci Daniel Rodrigue et merci Firmin Madère pour Merci. C'est nous qui vous remercions. À vrai dire est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. Rendez-vous pour les réponses tous les lundis à 12h30 sur RDI. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane.